Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'école du monde et on fait étape du côté du Sénégal. Le Sénégal face aux défis de l'éducation, un taux de scolarisation qui a nettement grimpé ces dernières années, une politique volontariste, mais une équation délicate à résoudre. Plus de monde en classe, quid de la qualité de l'enseignement, des infrastructures. Irina Capron sort sa loupe. Ce sera dans un instant. Public contre privé. Au Sénégal, les établissements privés ont pris une place prépondérante, échappant à tout contrôle de l'État. Un système à deux vitesses, avec quelles conséquences sur le plan social? Là aussi, on se posera la question. Et puis l'éducation au Sénégal, entre rupture et mutation, entre limite et espoir. Quel avenir pour le système éducatif dans le pays qui connaît des grèves à répétition? Eh bien, on en parle dans le MAG avec notre invité en plateau. Bonjour Iboun Oumar Baldé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant ici en France, en Master 1, Administration publique, c'est du côté de Nanterre. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Salut Patrice, bonjour. Alors, ça ressemble à quoi le système scolaire au Sénégal? Alors, on distingue deux secteurs, les secteurs formels et non formels. L'éducation formelle au Sénégal est organisée en 4 niveaux d'enseignement. L'éducation préscolaire, l'enseignement élémentaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, puis l'enseignement supérieur. L'école, c'est obligatoire de 6 à 16 ans, c'est ça? Exactement, l'enseignement élémentaire et moyen sont fondamentaux. L'enseignement élémentaire est composé de 6 années, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, comme en France, mais il y a une année supplémentaire par rapport à la France qui se situe juste avant le CP, ça s'appelle le CI, cours d'initiation. L'enseignement moyen dure 4 ans comme la France, de la 6e à la 3e, et l'enseignement secondaire dure de la seconde à la terminale. Il existe 2 séries d'études, une série littéraire et une série scientifique, avec 2 options, soit les économies, soit des sciences économiques et expérimentales, soit les mathématiques. Alors, vous m'avez dit qu'il y a l'éducation formelle, mais aussi de la non formelle. La non formelle, c'est quoi? Alors, le secteur de l'éducation non formelle comprend l'alphabétisation, les écoles communautaires de base et les écoles dites du 3e type. L'alphabétisation prend en charge les personnes de plus de 15 ans. Les écoles communautaires de base sont destinées à prendre en charge les enfants de 9 à 14 ans qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont quitté le parcours scolaire formel très tôt. Et les écoles du 3e type sont, pour le gouvernement sénégalais, les autres formes d'écoles hors normes, comme les écoles dans la rue ou encore organisées par des organismes non formels. Merci beaucoup Irina, on en parle tout de suite avec notre invité. Iboun Oumar Baldé, étudiant en Master en Administration publique, vous êtes aussi responsable de la commission socio-pédagogique et culturelle de l'Association des étudiants sénégalais de Paris 8. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cursus avant justement d'arriver en France? Vous avez fait toute votre scolarité au Sénégal? Oui, merci déjà de m'avoir invité pour cette émission. Avec plaisir. Donc je vous remercie et permettez-moi justement de remercier en fait l'Association des étudiants sénégalais de Paris 8. Donc, à l'occasion, je remercie et je salue de passage mon président, Bachir Sissé, donc, qui m'a désigné comme intervenant ce jour pour cette émission. Alors, pour aller dans le vif du sujet, je vais faire juste un bref rappel de mon cursus. J'ai commencé mon cursus au Sénégal. J'ai mon cursus primaire à l'école publique, mon cursus primaire, donc secondaire et supérieur, en fait, jusqu'en licence 3. Donc, je suis né dans le sud du Sénégal, dans une région qu'on appelle le Kolda. Donc, j'ai fait là-bas, en fait, j'ai obtenu mon bac. J'ai été, en fait, le 3e du centre en bac littéraire. Mais quand même, à la base, j'étais un élève en série scientifique. Et dans notre débat, dans notre entretien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai entre guillemets, transhumé pour aller me retrouver en tant qu'élève littéraire, en fait. Donc, ça, c'est dû à des conditions, en fait, précaires. Justement, je vais le dire, on va en parler, justement, dans quelques instants. Voilà, je suis né le 20 décembre 1995 à Kolda. Donc, j'ai fait mon cursus primaire, moyen et secondaire et supérieur au Sénégal. Donc, j'ai obtenu mon bac à Kolda. Après mon bac en série L, je suis parti à Dakar. Donc, je voulais à la base en fait m'inscrire dans une école, militaire qu'on appelle à l'époque, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, le Prytanée militaire. Donc, pour en fait être médecin
donc dans les services militaires. Donc, vu les conditions en fait précaires de mes parents, donc je n'avais pas pu en fait réaliser ce rêve-là. Mais quand même, je ne me suis pas lâché. Il y a un jour, ma maman m'a dit que tiens, je sais que tu as des compétences, je sais que tu as des capacités, il faut y croire. Donc, c'est juste dans quelques années, je pense que ce soit des études de série littéraire ou de série L, je pense que c'est la même chose. Il suffit juste d'avoir de la motivation. On va parler de l'aspect privé, l'école privée après, mais justement, vous êtes passé par un cursus public. Peut-on dire qu'en termes d'accès à l'éducation, des progrès énormes ont été réalisés au Sénégal en termes de scolarisation? Et justement, en fait, je vais juste rappeler une loi en 1991, donc une réforme qui consistait à l'orientation de l'éducation nationale que le gouvernement à l'époque avait mis en place. Il faut rappeler depuis les indépendances en fait que l'État du Sénégal tente de réformer l'éducation nationale. Donc réforme sur réforme jusqu'en 2021 ou 2022, excusez-moi. Donc je peux le dire, c'est mon avis. Donc il n'y a pas eu, malgré ces réformes, il n'y a pas eu en fait des résultats positifs dans le système éducatif en fait. Tout récemment, il y a eu en fait une déclaration donc. Il y a peut-être plus d'élèves qui vont à l'école, mais après, il y a le problème, j'imagine, de la qualité de l'enseignement. Justement, même les conditions d'accès, en fait, je commencerai à souligner les inégalités d'accès à l'éducation, en fait. Donc, c'est la relation sud et nord. Donc, c'est visible, ça se voit. Donc, je parle sur le contrôle en fait du ministère ou du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui m'écoute. Tout récemment, en fait, ils ont mis en place un programme pour recruter 5000 enseignants. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas là le problème. Donc, le problème, c'est une volonté politique en fait qui manque dans le système éducatif sénégalais en fait. Et je pense qu'on a des cadres en fait qui sont des spécialistes qui en ont donné des solutions, mais je sais pas si l'État fait la sourde oreille ou je sais pas quoi. Donc, pour ne pas écouter en fait ces conseils, mais je pense qu'en fait, il suffit pas de recruter des enseignants pour le simple plaisir de dire que ça peut pallier en fait à ce phénomène ou à ce problème pour pouvoir en fait donner accès à tout le monde, surtout dans le sud en fait. Il y a des difficultés d'accès. Encore une fois, on parle pour l'instant que de l'école publique, aussi bien en ville que dans les zones rurales. Oui, c'est en fait le système, la crise, elle est généraliste en fait ou généralisée en fait au Sénégal. Quand je parle de la crise du système éducatif, c'est dans l'ensemble du territoire en fait national, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Donc récemment, j'ai vu le rapport de l'UNESCO en fait mai 2021, qui fait dans son rapport, parmi les 16 pays en Afrique qui ont été choisis, en fait le Sénégal n'en fait pas partie. Et il y a eu une déclaration qui a été faite par le directeur en fait et le chargé, le porte-parole de l'information de la communication du ministère de l'Éducation nationale qui disait que certes qu'il y a eu en fait un rabaissement, un rétrécissement du taux au niveau de l'Éducation nationale, mais quand même il dit à ces termes, je le cite, il dit que mais malgré tout cela, le ministère de l'Éducation nationale mise beaucoup sur la qualité de l'éducation. Mais je me demande la question de savoir en fait comment il peut y avoir de la qualité déjà alors qu'il n'y a pas de mécanisme qui permet en fait d'acquérir. C'est contradictoire selon moi ces propos en fait qu'il a relaté dans son discours en fait du 18 mai 2021. Donc moi je ne serais pas tout à fait favorable à ce discours-là, d'autant plus que pour vous ils ont fait effectivement le gouvernement sénégalais fait un arbitrage entre quantité et qualité, c'est ça? Justement, oui. Ils font entre les critères ou les facteurs que l'UNESCO a donnés. C'est, moi, je pense que c'est drôle, en fait, si vous me le permettez. C'est dire que, c'est parce que justement, les enfants, les parents n'ont pas permis aux enfants d'accéder justement à l'éducation du fait qu'il y a des travaux champêtres, en fait. Il y a un parent qui vient qui dit, mon enfant, il ne va pas aller à l'école. C'est parce que justement, il y a un travail champêtre où il doit y aller. Ça, ce n'est pas une raison. Et il a donné un autre facteur, l'UNESCO, justement, je suis toujours dans son rapport-là. Il dit que c'est parce que justement, il y a une difficulté de payer les frais de scolarité, en fait. Moi, je pense que si on met des réformes, il faut innover. Et moi, je pense que ce qui manque dans l'éducation, dans le système éducatif national, c'est l'innovation, en fait. C'est pourquoi je salue... Alors, quelle innovation? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez d'innovation? Je vais commencer au niveau du programme, en fait. Je pense qu'on a un programme totalement incohérent.
Donc, je m'explique pourquoi je dis qu'un programme totalement incohérent. Je vois que dans le Nord, ça s'améliore en fait. Parce que je vois des programmes quand même, même si je ne suis pas d'accord avec ces programmes d'études, mais je vois des programmes qui ne sont pas tout à fait en fait en conformité avec nos réalités. Aujourd'hui, je vais en fait faire focus surtout sur l'enseignement du secondaire, c'est-à-dire que de la seconde, donc à la terminale, je vais profiter en fait de l'occasion. Voilà, je vais profiter en fait de l'occasion pour dire que pourquoi moi j'ai changé de cursus quand j'étais un élève en S, c'est parce que justement quand je faisais S, je voulais réussir en série S1. Donc, pour faire les métiers de l'aviation, donc, mais je n'ai pas pu parce que justement, mon lycée, non seulement, ce n'est pas un lycée qui est approvisionné en termes donc de produits chimiques et tout, parce que quand même, il faut manier le secondaire, ces produits-là, en fait. Et il y a l'absence totale donc, des outils techniques, en fait. Je parle donc des nouveaux TIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il n'y a pas, en fait, aussi, le système, c'est une chaîne. Et pour que cette chaîne-là porte ses valeurs, ses fruits, il faut que, comment dirais-je, le socle ou la base soit solide en fait. Et je vois jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a des étudiants qui ont cette difficulté de manier des outils en fait informatiques. Aujourd'hui, je donne juste un exemple banal. Un étudiant qui sait pas en fait au Sénégal, je vais le dire, c'est pas le fait de jeter en fait des pierres sur le système éducatif, mais il vaudrait mieux quand même de dire la vérité et pour que les autorités ils sachent que en fait nous, en tant que ressortissants donc, du pays, donc on s'informe. Moi, je suis toujours sur l'actualité, en fait, comment ça fonctionne. Ça m'intéresse, en fait, justement. Donc, un étudiant qui n'arrive même pas à manier donc, Excel, PowerPoint, etc. Donc, c'est totalement... C'est grave quand même, quoi, au XXIe siècle, en 2022. Qu'en est-il, justement, des infrastructures? Parce que vous nous avez dit que, par exemple, pour les cours de physique, il manquait les produits, les réactifs, mais sur les infrastructures, c'est aussi compliqué? Alors, je serais très content d'en parler. Aujourd'hui, jusqu'en 2022, il y a des abris provisoires, en fait, au Sénégal. Des abris provisoires pour faire quoi? Donc, pour faire des cours. Moi qui vous parle, en fait, si moi, en 2012, ou 6 mois en 2006-2007 quand j'étais au collège. Donc j'étais entre guillemets nomade. Tantôt il y avait la permutation, tantôt il y a un groupe qui vient le soir, un autre groupe il vient le matin. C'est-à-dire qu'il y a un manque de classe en fait. Et là je pense que ça, c'est une problématique que l'État doit résoudre. En fait. C'est ce qu'on appelle les classes spéciales là-bas, c'est ça? Avec justement, oui. Vous pouvez nous expliquer? Je crois qu'il y a les classes à double flux et les classes multigrades, c'est ça? Multigrade, c'est on met des élèves ensemble qui ne sont pas du même niveau, c'est ça? Ou parfois du ménage? C'est pas ça exactement, en fait. Leurs appellations, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils appellent des classes. Alors, moi, j'avais lu effectivement les classes double flux, où effectivement, je crois que les élèves étaient un peu séparés. En gros, il y en a qui avaient cours le matin. Oui. Oui. Et d'autres qui avaient cours l'après-midi, et du coup, c'est quoi, 3-4 heures de cours dans la journée? Il y a un manque de classe. Aujourd'hui, je vois, c'est des bailleurs qui viennent, donc issus en fait, donc, de l'extérieur, qui viennent construire des classes. Tout récemment, en fait, Sadio Mané, dans son village, il a construit le footballeur. En fait. Ce sont ces genres de personnalités, des personnes de bonne volonté qui viennent le créer. Alors, l'État... Je me demande, en fait, ça, c'est une problématique que l'État, en fait, ça, c'est une tâche. Donc, c'est des gens qui ont réussi, qui viennent réinvestir, effectivement. Et pourquoi, moi, je me demande, l'État, il croise les bras pour attendre ces gens-là, en fait. Mais quand même, l'éducation, en fait, donc, c'est une valeur constitutionnelle, en fait, donc, qui appartient à l'État. Et que l'État, il relève de son devoir, donc, de scolariser tout le monde. Donc, la loi, en fait, c'est qu'elle a dit, la loi de 91, dans son article 3, donc, que l'État, en fait, œuvre pour mettre en place la mise en place d'une formation universelle, d'une formation obligatoire en fait pour tout citoyen en fait. C'est-à-dire que c'était une loi qui se penchait sur la démocratisation du système scolaire. Donc, mais dans les faits, on ne le voit pas. Si en 2022, on voit jusqu'à présent que des élèves qui font cours dans le Sud, il y en a. Tout récemment, j'ai regardé en fait une interview donc, de l'Enquête Plus. En fait, c'est une chaîne médiatique et tout, donc, qui fait un reportage sur cela. Et franchement, c'est vraiment dangereux. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. On va écouter sans plus tarder le témoignage d'une maman justement au Sénégal qui nous explique le choix pour la scolarité de ses enfants. Écoutez-la. J'avais le choix de soit mettre César, donc qui a 2 ans et demi, soit je le mettais en pseudo-garderie crèche de l'école française. Donc en fait à Sali, donc il y a l'école française qui s'appelle l'école Jacques Prévert.
Ils appellent ça le lycée français Jacques Prévert, mais en fait, ça fait vraiment tout le cursus. Ou une école franco-sénégalaise. En fait, elle n'est pas complètement sénégalaise. Donc, ils ne font pas que de parler wolof ou même, ils ont quand même... Enfin, ils ont quand même le cursus français. Si par exemple je rentre pour X ou Y raison demain en France, je veux que mon fils il ait eu exactement le même programme que ses petits camarades français. C'est surtout que le staff est sénégalais. Donc les référentes, etc. sont sénégalaises. Mais voilà, je trouve que le vendredi après-midi, apprendre à faire du djembé, voilà, ça ouvre un esprit. Cette école, elle est aussi fréquentée du coup, non pas essentiellement que par des expatriés, mais bien évidemment par des petits locaux. Et ça, voilà, ça permet également une ouverture d'esprit. Et j'avais vraiment envie de ça, surtout quand on venait d'arriver. Ibou Noumar Baldé, est-ce qu'on sait combien d'enfants sont hors du système aujourd'hui au Sénégal ou est-ce que c'est dur à estimer? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais quand même... J'ai entendu 1 million, 1,5 million, ça peut être beaucoup plus? Ça peut être beaucoup plus, en fait. Aujourd'hui, quand je vois des rapports, en fait, je lis des rapports, je ne sais pas s'ils sont authentifiés, les rapports, mais quand même, aujourd'hui, c'est que les ministères de l'Éducation considèrent, et tous les ministères, en fait, qui s'occupent du système éducatif, je vois, c'est des chiffres qui sont trop artificiels, en fait. C'est qu'ils considèrent comme étant des échecs. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Donc, ils pensent que si on fait un examen, on échoue, c'est ça, des échecs, en fait. Les échecs, moi, ce que je considère un échec en fait d'un système ou d'un élève du système éducatif, c'est cet élève-là qui n'a pas eu, qui a abandonné en fait le système, c'est un. Et cet élève-là en fait qui n'a pas eu l'opportunité de s'inscrire ou d'intégrer ce système, mais pas quelqu'un qui est dans le système, donc qui a fait un examen qu'il n'a pas réussi. Et si on voit les statistiques en fait, la quasi-totalité en fait, donc porte sur ceux-là qui ont fait des examens. C'est pas ça l'échec en fait. L'échec, c'est quelqu'un qui a abandonné. Et il y en a plein quand même. J'ai eu des amis. Donc, ma première orientation, c'était en 2015, en fait. J'ai fait ma première licence, ma licence 1 en 2015. Il y a beaucoup d'amis qui ont abandonné la fac. Et pourquoi? Qui ont abandonné la fac, en fait, qui ont abandonné les études, en fait. C'est parce que, justement, c'est ça que je considère comme étant des échecs, en fait. Mais ils ne le comptent pas dans leurs statistiques, les ministères, en fait. Je ne le vois pas. Parce qu'eux, ils considèrent des échecs, c'est ceux-là, en fait, qui n'ont pas réussi. Ce n'est pas ça, les échecs, en fait. Soit il n'a pas été scolarisé, ou soit en fait il a abandonné en fait le système, il est sorti, il est hors système. C'est ça que je considère comme étant échec. Il y a une particularité également au Sénégal, c'est le poids du privé, le poids des écoles, des établissements privés. Je crois que c'est jusqu'à 30% et parfois ça s'est fait hors du contrôle de l'État. C'est un problème aujourd'hui? Justement, oui, c'est un problème majeur en fait. Pour l'école privée, je pense qu'il y a un manque de maîtrise de la part de l'État en fait. Aujourd'hui, ça m'étonne en fait, je m'inquiète qu'il y ait un poids, donc une lourdeur en fait, donc, de l'école privée sur l'école publique en fait. Et il y a beaucoup de créations d'écoles privées qui sont inutiles en fait. Et moi je pense que les fonds que l'État prend, ou que les fonds que l'État prenne en fait pour les injecter en fait, donc pour avoir des partenaires, parce que l'État a un pouvoir de décision déjà. L'État a un pouvoir de partenariat. C'est ça que j'ai pas dit dans ma question, c'est que quelque part l'État finance justement le secteur privé, c'est ça qui paraît assez incroyable. Est-ce que ça crée, selon vous, un système à deux vitesses? C'est totalement déséquilibré en fait, ça crée un déséquilibre. C'est pourquoi aujourd'hui on enregistre en fait un taux d'échec en fait au niveau du public. Si tu n'arrives pas à maîtriser d'abord le public et tu injectes des fonds dans le privé, c'est qu'il y a un problème d'abord. Il faut maîtriser ce que tu as sous tes yeux d'abord avant de penser à d'autres solutions. Aujourd'hui, je parle sur la question des orientations. Par exemple, le partenariat que l'État a donc avec les écoles privées, je parle du supérieur justement, donc je précise. Donc il y a une majorité des étudiants aujourd'hui, des bacheliers qui ont obtenu leur bac et qui n'ont pas été orientés. Donc ils restent comme ça. Et au final, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir de leur propre poche pour aller payer en fait ces mêmes écoles privées. Donc il y a problème. Et ces écoles privées ne forment pas, justement, comme je le disais, en fait, le système il est totalement incohérent. Ils ne forment pas ces derniers-là, ces étudiants-là, donc dans des formations qui ont rapport avec des métiers de l'avenir. C'est-à-dire que la seule formation que j'entends au Sénégal, c'est marketing, commerce, etc. Alors qu'il y a des métiers beaucoup plus importants. Au Sénégal, je pense aujourd'hui, c'est pourquoi je salue en fait cette initiative du ministre, de l'ex-ministre en fait, donc de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Mary Teuw Niane en fait, donc qui fut ministre de 2006 en 2012 en fait, donc qui a quand même apporté, réformé en fait le système
supérieur, en fait, c'est à saluer. Et c'est lui qui a pensé, en fait, donc d'instaurer, en fait, dans le système, il a fait à l'université de Saint-Louis, à l'université de Bambey, donc des métiers comme, par exemple, la chimie appliquée à l'agriculture, par exemple, on en a. Au Sénégal, on a, en fait, des terres qui sont riches. Pourquoi pas penser à ces métiers d'avenir, en fait. Mais je vais revenir effectivement à ces écoles privées, effectivement, sur tous ces établissements qui sont en train d'ouvrir, et c'est encore le cas aujourd'hui, en partie financés, en tout cas dans certains cas par l'État. En quoi ça déstabilise la société? En quoi ça fragilise la cohésion sociale au Sénégal? Est-ce que ça crée des tensions? Entre le privé et le public. Oui, est-ce que justement cette école un petit peu à deux vitesses, ce système à deux vitesses, crée des tensions au sein de la société sénégalaise? Justement, par exemple, si un élève il n'a pas réussi son cursus, par exemple, ça participe au niveau du taux de chômage, en fait. Déjà, l'État... Et savez-vous, en fait, que le budget, moi, j'étais étonné quand je vois le budget, il n'y a que 34% pour l'éducation, en fait. Et tout le reste, je ne sais pas où est-ce que sont injectés ces fonds. Aujourd'hui, l'État a pour moi, a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes que l'éducation. Et je viens sur votre question, en fait, concernant les tensions sociales. Oui, ça crée des tensions sociales. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui abandonnent les études et qui vont prendre la mer, la voie maritime pour aller traverser, en fait, l'île de Lampedusa pour retrouver la France. Parce que croyant que, donc, j'ai échoué à mes études, la seule possibilité, la seule opportunité qui s'offre à moi, donc, c'est de traverser la mer, de partir. Et il part, en fait, derrière. Donc, il y a aussi l'attention des parents aussi, quand même, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est partager la tâche. Aujourd'hui, un parent, il pense au 21e. Moi, en tout cas, à ce qui me concerne, ma maman, elle m'encourage toujours dans les études, en fait. Oui. Et sa situation financière, elle n'est pas du tout à top. Donc, je dis, il y a des parents, en fait, qui mettent la pression, en fait. Dire que, ouais, à quoi ça sert les études, en fait? Quand j'entends un parent parler ainsi, donc, envers son enfant, je me dis qu'il ne sait pas, en fait, l'importance des études, en fait. Moi, je suis un fan des études, je suis un fan, en fait, donc, de la connaissance. Donc, moi, je pense que aussi, elle est partagée du côté des parents et du côté de l'État aussi. Du côté de l'État, c'est que le fait, en fait, de ne pas offrir un cadre d'études, un système éducatif, donc, de haut niveau, donc, à ces étudiants-là, et au finish, ils vont finir à abandonner, en fait. C'est une toute petite minorité qui peut se payer ses études dans ces écoles privées? Et justement, en fait, il faut le dire, hein, on est dans un monde capitaliste. Je n'ai rien contre le capitalisme, comme le disait le président Abdoulaye Wade. Il faut comprendre les mécanismes du capitalisme et vivre dans ça. Donc, moi, je suis comme ça, je suis tout à fait en phase avec cette assertion. Et pour votre question, justement, en fait, ceux qui font des études supérieures dans de très bonnes écoles, franchement, ce sont les fils des ministres, il faut le dire, ou les fils des députés. Il faut compter combien là-bas au Sénégal, justement, comme dans une école privée, environ, pour qu'on comprenne? En francs CFA, par exemple, ça fait combien? En fait, en francs CFA, ça peut être 200 000 francs, 500 000 francs dans l'année. En euros, ça fait? En euros, ça fait, je pense que 200 000, ça fait même pas... Ça fait 450 euros. 450 euros, ce qui est énorme au Sénégal. C'est énorme. C'est énorme. Pour un étudiant qui gagne quand même, avec un job étudiant, tu gagnes 700 euros ou 900 à temps partiel, justement, 800 euros. Donc, tu envoies les 400 euros, tu ne peux pas survivre en France. L'info en plus, c'est avec Irina. Et Irina, depuis le début de l'année scolaire, l'école sénégalaise traverse une période de trouble. Oui, les syndicats d'enseignants enchaînent les grèves. Ils réclament le respect des différents protocoles d'accords signés par le gouvernement. Des revendications qui portent principalement sur le système de rémunération pour les enseignants. Leur indemnité de logement est trop faible par rapport aux autres corps de la fonction publique. Et face à cette situation, eh bien, s'ajoute une grève des élèves qui exige une reprise normale des cours. Les parents, eux aussi, envisagent de descendre dans les rues pour faire entendre leur position dans cette situation de crise scolaire. Une crise scolaire qui dure depuis plus de 3 mois. Et les parents craignent que cette année soit déclarée comme une année blanche. Ibn Omar Baldé, dans quelle mesure les grèves sont une composante importante au Sénégal sur la scolarité? Alors, moi, je pense que ça a toujours été, en fait, un problème entre les syndicats enseignants, les syndicats des parents d'élèves. Qui sont puissants là-bas, les syndicats franchement, ils sont puissants et ils sont nombreux. Oui, ils sont trop puissants, en fait. Je ne sais pas, à l'époque, il y avait le SAES et le QSEMS, en fait, à ma connaissance. Mais je pense que
leurs revendications, c'est à honorer, en fait, et ils sont dans leurs droits, en fait. Et je pense que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fait, je suis surpris, en fait, de voir que 34% du budget de l'État est alloué, en fait, au système éducatif. Je donne juste un exemple. Depuis les années 80, par exemple, l'État ne recrute plus des enseignants. C'est qu'en 2022, donc, il se précipite. Je pense que c'est la gouvernance qui se fait là-bas, c'est dans la précipitation, en fait, dans l'improvisation, en fait. Ils sont en train d'improviser, alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Bien sûr. C'est pas une critique. J'adopte pas une posture critique, mais c'est une lecture, en fait, que je fais, en fait, du système éducatif. Voilà. Parce que moi, il faut des mesures structurelles et il ne faut pas effectivement des petites mesures, des mesurettes au coup par coup. Quoi. Il faut des vraies réformes. Ils font des réformes, en fait, mais ce ne sont pas des réformes qui portent. C'est des réformes, mais ce ne sont pas des réformes, en fait, innovatrices, en fait. Ça n'innove pas, en fait. Il n'y a pas de pratique. Depuis les années 80, l'État ne recrute plus des enseignants. C'est qu'après avoir, en fait, entendu le cri, au moins, je peux le dire comme ça, des syndicats, parents d'élèves, etc. Parce que les parents aussi, ils se sont levés, ils en ont marre de payer des frais d'inscription, ils ne voient pas, en fait. Donc, des résultats, en fait. Ils ne voient pas de retour sur investissement. Voilà, justement, c'est ça. Il faut prendre du recul. Donc, tout récemment, ils ont recruté, en fait, 5000 enseignants, donc, qui est totalement minime pour 152 candidatures. Et ça montre déjà que, en fait, non seulement il y a un problème d'emploi au Sénégal, si sur 5000 enseignants, et il y a 152 000 candidatures, en fait. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Et si je prends, par exemple, le cas et les conditions, par exemple, à l'université, moi, je suis passé là-bas. Je me levais à 3 h du matin. Quand j'ai cours à 9 h, en fait, par exemple, les lundis, j'avais cours à philosophie ancienne. Il fallait me lever quand même. Il fallait que je me lève, en fait, à 4 h du matin pour avoir une place, en fait. Et là, pour l'université Cheikh Anta Diop, donc, qui a une capacité d'accueil de 20 000 étudiants, et là, elle est à 80 000, si je ne me trompe pas. J'ai vu la déclaration du directeur, en fait, donc, du professeur en épistémologie, M. Adiba. Donc, je l'ai entendu dire cela, en fait. Et là, c'est un an pour moins de 3 000 enseignants, en fait. Et des enseignants, en fait, qui n'ont même pas le temps de donner des cours, en fait, à leurs étudiants, qui ont des préoccupations politiques, quand même, il faut le dire. Et je ne leur reproche en rien, mais quand même, je pense qu'un enseignant, par exemple, qui n'a pas un bon salaire, qui gagne par exemple 200 000 francs à Dakar, il ne peut pas payer même son loyer, en fait. Bien sûr. Il faut mettre en fait, dans de bonnes conditions, avoir une réforme donc, sur en fait, le salaire des enseignants, justement, les mettre dans de bonnes conditions, donc les payer, parce qu'un enseignant, il est beaucoup plus méritant pour moi. C'est l'enseignant qui a formé, en fait, les ministres. C'est l'enseignant qui a formé l'avocat, en fait. Et c'est l'enseignant qui a formé le président de la République, en fait. Il faut les mettre, je ne dis pas qu'il faut les mettre au même pied parce que les tâches ne sont pas pareilles, justement. Ce qu'occupe, en fait, un président ou un ministre, un avocat, ce n'est pas la même chose ce qu'occupe, en fait. Mais quand même, l'enseignement, c'est quelque chose de noble, quelqu'un qui met de la connaissance. Rapidement, Ibou Noumar, vous avez des motifs d'espoir, quand même? De quoi? Vous avez des motifs d'espoir quand même ou ça reste compliqué? Justement, donc franchement, je suis motivé en fait donc de prendre part dans des instances administratives. C'est pourquoi je peux dire que c'est ce qui m'a orienté dans cette formation. Je me dis que tiens, pour pouvoir avoir une parole, on ne peut pas parler dans la vide quand même. Il faut poser des actions concrètes, avoir de la connaissance pour pouvoir prétendre en fait à des postes de haut niveau. Donc, si tout se passe bien, c'est dans combien de temps? Vous retournez dans combien de temps au pays? Si tout se passe bien, en fait, si j'obtiens mon diplôme, j'aimerais bien tenter le concours dans la fonction publique au Sénégal. Et pourquoi pas aller servir pour mon pays. C'est ça mes ambitions. Merci infiniment. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Ibou Noumar Baldé, étudiant master en administration publique du côté de Nanterre, responsable de la commission socio-pédagogique et culturelle de l'association des étudiants sénégalais de Paris 8. Merci à vous, Irina. On se retrouve demain. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous retrouvez l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. On se retrouve demain pour un tout nouveau mag. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation.
En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV.